Dans un monde qui valorise les relations sociales à tout prix, apprendre à être heureux seul peut sembler étrange, voire inquiétant. Pourtant, la solitude peut devenir une force, un espace sacré pour se recentrer et mieux se connaître. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle, nous offre des clés puissantes pour transformer cette solitude en source de paix intérieure. Ces enseignements nous apprennent à vivre pleinement, indépendamment des circonstances extérieures. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment être serein même dans le silence. Être seul ne signifie pas être vide. C'est une occasion unique de cultiver l'autonomie émotionnelle, de renforcer notre esprit et d'élever notre pensée. Grâce aux leçons des stoïciens, on comprend que le bonheur ne dépend pas de l'autre, mais de notre regard sur le monde. En pratiquant ces principes, on découvre une liberté nouvelle, libérée des attentes. Préparez-vous à voir la solitude autrement, non plus comme une absence, mais comme une richesse. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Autosuffisance émotionnelle. Imagine que ton bonheur dépende toujours des autres, des compliments de ton patron, de l'affection de ton partenaire ou de l'approbation de tes amis. Que se passe-t-il s'ils ne réagissent pas comme tu l'espères? Tu te sens blessé, frustré, peut-être même en colère. Le problème, ce n'est pas eux, mais l'attente que tu as placée dans leurs mains. Le stoïcisme nous apprend une chose essentielle. Personne ne peut te rendre heureux à ta place. La vraie liberté, c'est de ne plus accorder aux autres le pouvoir de dicter tes émotions. Bien sûr, c'est normal d'apprécier l'amour ou la reconnaissance, mais en faire une condition pour ton bien-être, c'est comme construire sa maison sur du sable. Une critique, une indifférence, et tout s'écroule. Alors, comment devenir solide? En travaillant sur ton estime personnelle, en te rappelant que ton valeur ne dépend pas du regard des autres. Les stoïciens disaient que nous souffrons non pas à cause des événements, mais à cause de notre jugement sur ces événements. Si ton collègue t'ignore, tu peux choisir d'y voir un rejet, ou simplement un mauvais jour de sa part. La différence? Dans un cas, tu subis. Dans l'autre, tu restes maître de tes émotions. C'est ça, l'autosuffisance. Comprendre que tes réactions t'appartiennent, même quand les actions des autres ne te plaisent pas. Prenons un exemple concret. Tu envoies un message à un ami qui ne répond pas. Au lieu de ruminer « il me snobe », je ne compte pas pour lui. Demande-toi, est-ce que je sais vraiment pourquoi il ne répond pas? Non. Alors, à quoi bon inventer des scénarios qui te font mal? Le stoïcisme nous invite à distinguer les faits de nos interprétations, souvent exagérées par nos peurs. Cela ne signifie pas devenir insensible ou couper des autres. Au contraire, c'est aimer sans exiger, donner sans attendre en retour. Si tu offres un cadeau en espérant une réaction précise, ce n'est plus un cadeau, c'est une transaction. Mais si tu donnes par générosité, alors peu importe la réponse, tu as agi selon tes valeurs, et ça, personne ne peut te l'enlever. Un exercice simple pour cultiver cette force, commence par noter chaque jour une chose dont tu es fier, indépendamment des autres. Un effort perso, une qualité que tu as montrée. Petit à petit, tu renforceras cette certitude. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir bien. Les éloges sont agréables, mais les désaccords ne te détruisent plus. Bien sûr, il y aura des jours où les mots des autres te toucheront. C'est humain. Mais au lieu de te laisser submerger, pose-toi cette question. Est-ce que cette personne décide de qui je suis? Non. Toi seul as ce pouvoir. Les critiques, les rejets, les silences. Tout cela devient moins lourd quand on cesse d'y attacher son estime. Rappelle-toi aussi que les autres sont comme toi, imparfaits, changeants, parfois inconséquents. Attendre d'eux une perfection ou une attention constante, c'est s'exposer à des déceptions inutiles. Le stoïcien choisit de pardonner ses faiblesses, chez les autres comme chez lui-même, pour avancer plus léger. Enfin, pense à cette phrase de Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Ton bonheur est un jardin intérieur. Les autres peuvent y apporter des fleurs ou marcher dessus, mais toi seul décides quoi y cultiver. Alors, arrose la confiance en toi, désherbe les attentes toxiques
et récolte la paix qui vient quand on ne dépend plus des caprices du monde. C'est ça, la vraie autosuffisance émotionnelle. Ne plus être l'otage des autres, mais l'architecte de sa propre sérénité. Un travail quotidien, oui, mais chaque pas te rend un peu plus libre. Et ça n'a pas de prix. Leçon 2. Maîtrise des émotions. Combien de fois as-tu réagi sous le coup de la colère ou de la tristesse, pour ensuite le regretter? On a tous vécu ça. Pourtant, les stoïciens avaient déjà compris il y a 2000 ans un principe clé. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la façon dont on le perçoit. Deux personnes peuvent vivre la même situation, un licenciement, une dispute, et y réagir totalement différemment. Pourquoi? Parce que leur interprétation n'est pas la même. Prends un exemple tout simple. Ton train est annulé. Tu peux t'énerver, maudire la SNCF, stresser pour ton rendez-vous, ou profiter de ce temps imprévu pour lire, réfléchir, observer les gens autour de toi. L'événement est identique, mais ton expérience change complètement selon ton état d'esprit. Le stoïcisme ne dit pas de nier tes émotions, mais de ne pas leur donner les clés de ta vie. Alors, comment faire pour ne pas se laisser emporter? Une technique stoïcienne puissante est la préméditation des mots. Imaginer d'avance ce qui pourrait mal se passer. Pas pour stresser, mais pour se préparer. Si tu anticipes que ton collègue pourrait critiquer ton travail, tu seras moins surpris et moins blessé le moment venu. C'est comme un vaccin émotionnel. On s'expose à petite dose pour mieux résister. Une autre méthode efficace, écrire. Tenir un journal le soir, même 5 minutes, pour noter ce qui t'a troublé dans la journée. Pourquoi cette remarque m'a-t-elle touché? Est-ce rationnel? Quelle partie dépend de moi? En mettant des mots sur tes émotions, tu leur enlèves leur pouvoir. C'est une façon de reprendre le contrôle, de passer de la réaction impulsive à la réflexion calme. Et quand l'émotion monte trop fort, il y a un outil toujours disponible, ta respiration. Les stoïciens le savaient déjà. Aujourd'hui, la science le confirme. Respirer profondément, inspire sur 4 temps, bloque 2 temps, expire sur 6 temps. Envoie un signal clair à ton cerveau. Danger passé, calme-toi. Ce n'est pas magique, mais c'est un moyen simple de créer une pause avant de réagir. Attention, contrôler ses émotions ne veut pas dire les étouffer. Si tu es triste, permets-toi de l'être. Si tu es en colère, reconnais-le. Le but est d'éviter que cette émotion ne te contrôle. Comme un capitaine sur un bateau, il ne nie pas la tempête, mais il garde la barre pour ne pas chavirer. Les stoïciens appelaient ça l'apatheia, non pas l'indifférence, mais la liberté intérieure. Pratique cet exercice aujourd'hui. Quand une émotion forte arrive, frustration, peur, demande-toi: quel fait objectif se cache derrière ce que je ressens? Exemple, mon ami a annulé notre sortie, pas il ne m'aime plus. Est-ce que ma réaction est proportionnée? Quelle action utile puis-je faire? Petit à petit, tu remarqueras que les mêmes événements te blessent moins. Non pas parce que tu deviens insensible, mais parce que tu as appris à distinguer le monde extérieur, que tu ne contrôles pas, de tes pensées, que tu peux maîtriser. C'est ça, la sagesse stoïcienne. Transformer les obstacles en opportunités de grandir. Rappelle-toi cette phrase d'Épictète, ancien esclave devenu maître stoïcien. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ton pouvoir est là. Pas dans ce qui t'arrive, mais dans la façon dont tu choisis de le vivre. Et ça, personne ne peut te le prendre. Leçon 3. Concentration sur le présent. Combien de temps passes-tu chaque jour à ressasser le passé ou à stresser pour l'avenir? La vérité, c'est qu'on laisse souvent la vie nous filer entre les doigts sans en profiter vraiment. Les stoïciens avaient une intuition géniale. Le présent est la seule chose qui nous appartient vraiment. Hier est déjà parti, demain n'est pas encore là, mais ce moment, ici et maintenant, c'est ton véritable terrain de jeu. Prends une seconde pour observer autour de toi. Les bruits, les couleurs, les sensations dans ton corps. Ça paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Tu viens de faire un acte de pleine conscience, une pratique que les stoïciens utilisaient déjà. Marc Aurèle lui-même écrivait dans ses pensées:
concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Pas sur ce que tu devrais faire, pas sur ce que tu as mal fait, juste sur l'action présente. La gratitude est un autre outil puissant pour s'ancrer dans le présent. Avant de dormir, au lieu de faire défiler tes soucis, essaie ceci. Note 3 choses simples dont tu es reconnaissant aujourd'hui. Un café savoureux, un rayon de soleil, un échange sympa avec un voisin. Ce petit exercice stoïcien reprogramme ton cerveau pour qu'il remarque la beauté du quotidien au lieu de toujours chercher ce qui manque. Tu connais peut-être la préméditation des mots, cette technique stoïcienne qui consiste à imaginer le pire pour s'y préparer. Mais savais-tu qu'elle peut aussi t'aider à mieux vivre le présent? En visualisant ce que tu pourrais perdre, ta santé, tes proches, ton confort, tu redécouvres soudain leur valeur. C'est comme si on te les offrait à nouveau. Essaie, ferme les yeux et imagine que demain, tu perds ce que tu tiens pour acquis aujourd'hui. Puis rouvre les yeux. Tout est encore là. Magique, non? Nos sociétés modernes nous poussent constamment à être ailleurs. À scroller sur notre téléphone pendant qu'on mange, à penser au prochain projet pendant qu'on joue avec nos enfants. Le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Chaque moment où tu n'es pas vraiment présent est un moment volé à ta propre vie. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Un truc tout bête pour t'entraîner. Choisis une activité quotidienne. Te brosser les dents, prendre ta douche, marcher jusqu'à la boulangerie et fais-la en pleine conscience. Sens l'eau sur ta peau, remarque les odeurs autour de toi, écoute le bruit de tes pas. Quand ton esprit s'échappe, et il le fera, ramène-le doucement à l'instant. C'est un muscle qui se travaille. Attention, vivre dans le présent ne signifie pas être irresponsable. Les stoïciens planifiaient soigneusement leur avenir, mais sans s'y attacher émotionnellement. Ils tiraient les leçons du passé, mais ne s'y engluaient pas. La différence? Agir au lieu de subir, choisir au lieu de ruminer. Pense à une feuille qui tombe d'un arbre. Elle ne lutte pas contre le vent, ne regrette pas la branche, ne craint pas le sol. Elle danse simplement avec le mouvement présent. C'est cette légèreté que le stoïcisme nous invite à cultiver, non pas en étant passif, mais en acceptant ce que chaque instant nous apporte pour mieux y répondre. Alors aujourd'hui, fais ce test. À chaque fois que tu te surprends à vivre dans le passé ou le futur, demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire, voire apprécier ici et maintenant ?» Tu seras surpris de découvrir combien la vie devient plus riche quand on cesse de la regarder à travers le prisme du « avant » ou du « après ». Comme le résumait Épictète, ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Le présent n'est pas un obstacle à ta vie, il est ta vie. Alors, qu'attends-tu pour vraiment y être? Leçon 4. Autoconnaissance. Tu crois te connaître? Pourtant, combien de fois as-tu été surpris par tes propres réactions? Une colère qui monte trop vite, une peur irrationnelle, un désir qui te consume sans raison? Le stoïcisme nous offre une voie royale vers l'autoconnaissance, non pas pour nous juger, mais pour nous libérer. Car comment maîtriser ces émotions si on ne comprend pas d'où elles viennent? Commence par un exercice tout simple. Chaque soir, passe en revue ta journée comme si tu regardais un film. Pas pour ruminer, mais pour observer. Pourquoi cette remarque m'a-t-elle blessé? Qu'est-ce que ça révèle de mes attentes? Les stoïciens appelaient ça l'examen de conscience. Marc Aurèle le pratiquait religieusement dans ses pensées. C'est comme devenir ton propre psychologue, sans le prix de la séance. Nos désirs sont souvent des pièges. On croit vouloir une promotion, une nouvelle voiture, l'approbation des autres. Mais est-ce vraiment nous qui voulons ces choses, ou la société qui nous a conditionnés? Les stoïciens proposent une question radicale. Si personne ne devait jamais savoir que j'ai ceci, est-ce que je le voudrais quand même? Cette simple interrogation fait tomber bien des masques. Tes défauts sont peut-être tes meilleurs professeurs. La prochaine fois que tu te surprends à être impatient, jaloux ou anxieux, au lieu de te blâmer, demande-toi quel besoin ce sentiment révèle-t-il? Ton angoisse devant l'incertitude pourrait cacher une opportunité de développer ta résilience. Ta colère face à l'injustice pourrait être le signal qu'il est temps de fixer des limites.
Rien ne se perd, tout se transforme. Un outil puissant, le dialogue intérieur. Quand une émotion forte surgit, parle-toi comme à un ami. D'accord, tu as eu peur quand ton chef a haussé le ton. C'est normal. Mais est-ce que cette peur t'aide? Que peux-tu en faire? Ce dédoublement permet de prendre du recul sans nier ce qu'on ressent. Les grands stoïciens étaient des maîtres en cet art de la conversation avec soi-même. Attention, s'observer ne signifie pas s'autoflageller. Le but n'est pas de cataloguer tes fautes, mais de comprendre tes mécanismes pour mieux les utiliser. Comme un jardinier qui étudie son terrain avant de planter. Certaines fleurs poussent à l'ombre, d'autres au soleil. Ton impatience mal dirigée devient d'énergie productive quand elle est canalisée. Pratique ceci aujourd'hui. Choisis une situation où tu as réagi sans réfléchir. Rembobine. Identifie. Le déclencheur, ce qui s'est passé. Ton interprétation, ce que tu t'es dit. Le besoin caché, reconnaissance, sécurité, contrôle. Une réponse plus sage pour la prochaine fois. Petit à petit, tu construiras ton manuel d'utilisation personnelle. Tu découvriras que tes faiblesses sont souvent des forces mal orientées. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être conscient, car on ne peut changer que ce qu'on comprend vraiment. Comme l'écrivait Épictète, connais-toi d'abord toi-même, ensuite orne-toi en conséquence. Ton voyage vers toi-même est le plus important que tu entreprendras. Et la bonne nouvelle, tu as déjà tout ce qu'il faut pour le commencer, ici et maintenant. Leçon 5. La vertu comme boussole. La vie nous teste chaque jour à travers des choix parfois imperceptibles. Les stoïciens nous offrent une boussole intérieure composée de 4 vertus fondamentales. Sagesse, courage, modération et justice. Ces principes ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils concrets pour naviguer dans nos vies quotidiennes. Imagine-les comme des amis bienveillants qui te soufflent à l'oreille quand tu te perds, te rappelant ce qui compte vraiment. Leur magie opère quand on les applique aux petites choses avant les grandes épreuves. La sagesse stoïcienne commence par une question simple. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi? Dans un monde qui nous pousse à vouloir tout contrôler, cette vertu nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Elle se cultive en prenant du recul avant de réagir, en questionnant nos premières impressions. Ce n'est pas une connaissance livresque, mais une compréhension pratique de la vie. La vraie sagesse se reconnaît à sa tranquillité face aux tempêtes. Le courage, selon les stoïciens, surprend souvent par sa subtilité. Il ne s'agit pas de gestes héroïques, mais de la force tranquille de rester fidèle à ses valeurs. Dire non quand tout le monde dit oui, persévérer quand on veut abandonner, affronter ses peurs plutôt que les fuir. Ce courage-là se forge dans les petites batailles quotidiennes. Il est d'autant plus précieux qu'il passe souvent inaperçu. La modération est peut-être la vertu la plus radicale dans notre société d'excès. Les stoïciens ne prônent pas l'austérité, mais la liberté face à nos propres excès. Savoir s'arrêter avant d'être rassasié, déconnecter avant d'être épuisé, dépenser sans se ruiner. Cette vertu transforme chaque plaisir en choix conscient plutôt qu'en habitude compulsive. Elle nous rend maîtres de nos désirs plutôt qu'esclaves. La justice stoïcienne va bien au-delà des lois. Elle se manifeste dans notre façon de traiter autrui, surtout quand personne ne regarde. Comment nous parlons des absents? Comment nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous apporter? Comment nous honorons nos engagements? Cette vertu construit patiemment notre caractère à travers 1000 petits actes quotidiens. Elle fait de nous des citoyens du monde. Pratiquer ces vertus ne requiert pas de changements spectaculaires. Commence par observer tes réactions spontanées. Cette envie d'acheter inutile, cette colère qui monte trop vite, cette peur de dire ce que tu penses. Puis demande-toi quelle vertu pourrait guider une meilleure réponse. Le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide, mais un art de vivre qui s'adapte à chaque situation. Le soir venu, prends quelques instants pour revisiter ta journée. Sans jugement, simplement en observant, où as-tu écouté ta sagesse intérieure? Quand as-tu fait preuve de courage discret? Ou la modération t'a-t-elle rendu plus libre? Comment as-tu honoré la justice dans tes relations?
Ce simple exercice transforme progressivement ta façon d'être au monde. Ces vertus s'entrelacent comme les fils d'une même tapisserie. Le courage sans sagesse devient témérité, la justice sans modération tourne au fanatisme. L'art consiste à trouver l'équilibre propre à chaque situation. Les stoïciens nous invitent à devenir comme des artisans de notre caractère, ajustant sans cesse notre travail pour créer une vie harmonieuse. Rien de tout cela ne requiert la perfection. Ce qui compte, c'est la direction générale plus que chaque faux pas. Quand tu trébuches, rappelle-toi que même les plus grands stoïciens étaient humains. L'important est de se relever, d'apprendre et de continuer à progresser. Chaque jour offre une nouvelle chance de pratiquer. Au final, ces vertus ne sont pas des contraintes, mais des libératrices. Elles nous affranchissent des caprices de nos émotions, de la tyrannie des désirs excessifs, de la peur du jugement. En les cultivant, nous ne devenons pas parfaits, mais plus authentiquement nous-mêmes. Et c'est peut-être là le plus beau cadeau que puisse nous offrir la philosophie stoïcienne. Leçon 6. Apprécier ce que l'on a. Combien de fois t'es-tu réveillé ce matin en pensant « Quel bonheur de respirer » ? Probablement jamais. Pourtant, c'est le premier miracle de ta journée. Nous marchons sur des trésors invisibles, prisonniers de l'habitude qui émousse notre émerveillement. Les stoïciens ont développé un antidote puissant à cette cécité, la préméditation des pertes. Non pas pour nous apeurer, mais pour nous réveiller. Imagine un instant perdre ce que tu considères comme acquis. Ta vue, ton toit, tes proches. Brutal, n'est-ce pas? Maintenant, ouvre les yeux. Tout est encore là. Ce petit exercice mental opère une alchimie étrange. Soudain, l'ordinaire devient précieux. Ton lit inconfortable, un luxe pour qui dort dehors. Tes petits tracas, la preuve que tu es en vie. La gratitude naît de cette prise de conscience. Sénèque conseillait, pense chaque jour à ceux qui n'ont pas ce dont tu jouis. Pas pour culpabiliser, mais pour ajuster ton regard. Ce café trop chaud, ces transports en commun bondés, ce travail stressant, autant de privilèges que d'autres envies. Le stoïcisme ne nie pas les difficultés, il nous apprend à les contextualiser. La pauvreté n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans notre incapacité à le voir. Pratique ceci, chaque soir, note 3 choses banales dont tu es reconnaissant. L'eau chaude de ta douche, le rire d'un ami, un ciel étoilé. Pas besoin d'événements extraordinaires, la magie opère justement dans le quotidien. Avec le temps, tu développeras un réflexe. Au lieu de maudire la pluie, tu souriras en pensant aux arbres qui boivent. Ce changement de perspective est une forme de richesse intérieure. Attention, il ne s'agit pas de se complaire dans la médiocrité ou de nier nos aspirations. Mais reconnaître l'abondance présente donne une base solide pour avancer. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent. Cette acceptation active est le terreau d'une véritable gratitude. La préméditation des pertes agit comme un révélateur. En imaginant ta vie sans ce que tu aimes, tu découvres soudain son vrai prix. Tes enfants qui crient, la musique de ta maison, ce corps imparfait, ton véhicule terrestre. Les stoïciens ne nous demandent pas de renoncer à améliorer notre sort, mais de commencer par voir la beauté de ce qui est déjà là. Cette pratique quotidienne transforme insensiblement ton rapport au monde. Tu remarques davantage les petits bonheurs, tu t'énerves moins pour des broutilles, tu deviens plus présent à ce qui compte vraiment. La gratitude stoïcienne n'est pas une émotion passive, mais une vigilance active, une façon de s'entraîner à voir l'or dans l'ordinaire. Commence aujourd'hui. Choisis un objet banal que tu utilises sans y penser. Ton téléphone, tes lunettes, tes chaussures. Imagine-les disparus pendant une semaine. Ressens ce manque. Puis, quand tu les reprends, laisse-toi traverser par cette reconnaissance simple. Quel bonheur de t'avoir. C'est dans ces instants que nous redevenons pleinement vivants. Le plus beau paradoxe, plus tu apprécies ce que tu as, plus tu attires de raisons d'être reconnaissant. Non par magie, mais parce que ton attention sélectionne désormais la beauté cachée dans le quotidien. Comme le résumait Marc Aurèle,
Tout ce qui arrive est aussi familier et attendu que la rose au printemps ou les fruits en été. Il ne manque jamais, seulement notre capacité à le voir. Nous vivons dans une société qui nous conditionne à toujours désirer plus. La dernière technologie, une maison plus grande, une voiture plus luxueuse. Cette quête perpétuelle nous éloigne de l'essentiel. Savourer ce que nous possédons déjà. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à apprécier l'existant. Chaque fois que nous ressentons l'envie d'acheter ou d'obtenir quelque chose de nouveau, nous pouvons nous demander « En ai-je vraiment besoin ou est-ce simplement un désir éphémère ?» Cette prise de conscience nous libère de l'insatisfaction chronique. La gratitude n'est pas seulement un sentiment passif, c'est une pratique active qui transforme notre perception du monde. Lorsque nous prenons l'habitude de reconnaître les petits plaisirs de la vie, notre cerveau se reconfigure pour remarquer davantage les aspects positifs. Un repas partagé, une promenade en nature, une conversation sincère. Ces moments simples deviennent des sources de joie profonde. Les stoïciens insistaient sur l'importance de cultiver cette attitude au quotidien, car elle renforce notre résilience face aux épreuves. La préméditation des pertes ne sert pas à nous rendre anxieux, mais à nous rendre présents. En visualisant la disparition de ce que nous aimons, notre santé, nos proches, notre liberté, nous réalisons à quel point ces choses sont précieuses. Cette pratique stoïcienne n'est pas morbide, elle est au contraire vivifiante. Elle nous rappelle que rien n'est éternel et que cette impermanence même devrait nous pousser à mieux profiter de l'instant. Combien de fois avons-nous négligé un être cher en pensant « je lui parlerai demain » ? Et si demain n'arrivait jamais, les stoïciens nous enseignent à agir comme si chaque journée était la dernière, non par peur, mais par amour de la vie. Cela ne signifie pas vivre dans l'urgence, mais dans la pleine conscience de ce qui compte. Un mot gentil, une attention, une présence. Autant de gestes qui prennent une valeur inestimable quand on réalise qu'ils pourraient ne plus être possibles. Notre société nous pousse à comparer sans cesse ce que nous avons avec ce que possèdent les autres. Les réseaux sociaux amplifient ce sentiment d'insuffisance en nous montrant des vies idéalisées. Les stoïciens, au contraire, nous invitent à nous comparer à nous-mêmes. Suis-je meilleur qu'hier ? Ai-je progressé dans ma sagesse, ma générosité, ma paix intérieure ? Cette introspection nous protège de la jalousie et nous recentre sur notre propre chemin. La gratitude peut aussi s'exprimer à travers des rituels concrets. Tenir un journal où l'on note chaque soir 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants est une pratique puissante. Avec le temps, ce carnet devient un trésor, une preuve tangible de l'abondance qui nous entoure, même dans les périodes difficiles. Les stoïciens voyaient dans cet exercice un moyen de rééduquer notre regard, souvent biaisé par les plaintes et les frustrations. Et si, au lieu de nous plaindre des obstacles, nous les voyons comme des occasions de grandir ? Un retard dans les transports devient un moment pour lire. Une dispute nous apprend la patience. Un échec nous révèle une nouvelle direction. Les stoïciens considéraient chaque épreuve comme un maître bienveillant, même si ces leçons sont parfois douloureuses. Cette façon de voir transforme les problèmes en opportunités. La gratitude ne nie pas la souffrance, elle l'encadre. Lorsque nous traversons une période difficile, reconnaître les petites lueurs qui persistent, un rayon de soleil, un soutien inattendu, nous aide à tenir. Les stoïciens ne prétendaient pas que tout était parfait, mais ils croyaient en notre capacité à trouver du sens même dans l'adversité. Cette attitude ne supprime pas la douleur, mais elle en atténue l'amertume. Imaginons un instant que tout ce que nous avons nous soit retiré. Que resterait-il ? Nos souvenirs, nos valeurs, notre capacité à aimer. Les stoïciens nous rappellent que les biens matériels ne définissent pas qui nous sommes. Ce qui compte vraiment, notre intégrité, notre capacité à donner, notre paix intérieure, ne peut nous être enlevé. En nous concentrant sur ces richesses immatérielles, nous devenons invincibles. Enfin, la gratitude est un cercle vertueux. Plus nous exprimons notre reconnaissance, plus nous inspirons les autres à faire de même. Un simple « merci » peut illuminer la journée de quelqu'un et la nôtre par la même occasion.
Les stoïciens voyaient dans cette générosité du cœur une façon de contribuer à un monde plus harmonieux. Car au fond, reconnaître ce que l'on a, c'est aussi reconnaître ce que l'on est, et c'est peut-être là le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir. Leçon 7. Visualisation négative. La vie est imprévisible, et c'est précisément cette incertitude qui nous angoisse souvent. Les stoïciens proposent une approche surprenante. Imaginer délibérément les scénarios qui nous effraient. Non par masochisme, mais pour désamorcer leur pouvoir sur nous. Cette pratique, appelée préméditation des maux, nous permet d'affronter mentalement les difficultés avant qu'elles ne surviennent. Ainsi, quand l'adversité frappe, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Prenons un exemple concret. Tu crains de perdre ton emploi. Au lieu de ruminer cette peur, imagine-le vraiment. Que ferais-tu concrètement? Peut-être réduirais-tu tes dépenses, explorerais de nouvelles compétences ou profiterais de ce temps pour te réinventer. Ce simple exercice transforme une angoisse vague en plan d'action précis. Le pire perd alors de son aspect terrifiant, car tu as déjà envisagé comment y faire face. Cette technique ne consiste pas à sombrer dans le pessimisme, mais à établir une relation plus saine avec l'incertitude. En visualisant les difficultés potentielles, nous réalisons que nous possédons en nous les ressources pour les surmonter. Les stoïciens comparaient cela à un entraînement militaire. On ne devient pas soldat le jour de la bataille, mais par des exercices répétés en temps de paix. La clé réside dans le dosage. 1 minute par jour suffit. Et si mon train avait du retard? Et si ce projet échouait? Ces brèves visualisations agissent comme des vaccins émotionnels. Elles nous immunisent contre la panique lorsque ces situations se produisent réellement. Nous passons alors plus rapidement de « Pourquoi moi ?» à « Comment résoudre ce problème ?» ce qui est la marque d'un esprit résilient. Cette pratique révèle aussi un paradoxe fascinant. En envisageant ce que nous redoutons, nous découvrons souvent que nos peurs étaient exagérées. La plupart des scénarios catastrophes que nous imaginons ne se produisent jamais, et ceux qui adviennent sont rarement aussi graves que nous le craignons. Ce recul nous permet d'apprécier davantage le présent, car nous réalisons que beaucoup de nos inquiétudes étaient disproportionnées. Appliquée aux relations, cette méthode est tout aussi puissante. Imagine un instant la perte d'un être cher. Cette pensée douloureuse a un effet immédiat. Elle intensifie notre gratitude pour les personnes présentes dans notre vie aujourd'hui. Les stoïciens ne suggèrent pas de vivre dans la crainte permanente de la perte, mais d'utiliser cette perspective pour mieux aimer ici et maintenant. Un aspect crucial de cette pratique est de toujours conclure par « Et malgré cela, je continuerai ». Visualiser l'échec, oui, mais aussi visualiser sa propre capacité à rebondir. Cette double perspective cultive ce que les psychologues appellent aujourd'hui le sentiment d'auto-efficacité, la conviction profonde que nous pouvons gérer ce que la vie nous réserve. La visualisation négative nous prépare également à apprécier ce que nous avons. En imaginant la privation de nos biens, de notre santé ou de notre liberté, nous redécouvrons leur valeur réelle. Un exercice simple consiste à se dire régulièrement « Ceci pourrait m'être enlevé », non pour vivre dans la peur, mais pour savourer pleinement ce dont nous disposons actuellement. Les grands stoïciens comme Sénèque pratiquaient assidûment cet exercice. Ils recommandaient de se préparer mentalement aux revers de fortune, aux trahisons, au deuil, non pas parce qu'ils surviendraient nécessairement, mais parce que cette préparation mentale rendait plus fort quel que soit le scénario. C'est l'art de transformer l'incertitude en allié plutôt qu'en ennemi. En fin de compte, cette pratique ancestrale rejoint les découvertes modernes en psychologie. Anticiper les difficultés de manière constructive renforce notre capacité d'adaptation. Elle ne nous protège pas des tempêtes de la vie, mais nous apprend à danser sous la pluie. Et cela fait toute la différence entre subir l'existence et la vivre pleinement, conscient à la fois de sa fragilité et de notre propre force intérieure. Cette pratique stoïcienne fonctionne comme un entraînement mental progressif. Commence par des scénarios mineurs. Et si ton café se renversait? Et si tu oubliais ton portefeuille? Ces petits exercices préparent le terrain pour affronter des situations plus importantes. Chaque fois que tu anticipes calmement une difficulté, tu renforces ta capacité à garder la tête froide.
C'est comme un muscle qui se développe par répétition. Bientôt, tu remarqueras que les imprévus te perturbent moins. La visualisation négative est particulièrement utile pour les grands projets ou décisions. Avant de lancer ton entreprise, imagine ce qui pourrait mal tourner. Pénurie de clients, problèmes de trésorerie, concurrence féroce. Cette analyse préalable te permet d'établir des plans B et C. Les stoïciens ne voyaient pas cela comme du pessimisme, mais comme de la prudence intelligente. Savoir ce qui pourrait échouer te donne plus de confiance pour tenter ta chance. Quand nous pratiquons cette méthode régulièrement, nous découvrons un phénomène intéressant. Nos peurs perdent de leur intensité. Ce qui semblait catastrophique hier apparaît aujourd'hui comme gérable. L'anxiété prospère dans le vague, mais recule face aux détails concrets. En décrivant mentalement les pires scénarios avec précision, nous leur ôtons leur pouvoir de nous paralyser. C'est l'art de dompter ces démons en les regardant droit dans les yeux. Appliquée aux relations humaines, cette technique révèle toute sa profondeur. Imagine une dispute avec ton conjoint, une trahison d'amis, une rupture douloureuse. Non pour nourrir la méfiance, mais pour te rappeler que même ces épreuves font partie de l'expérience humaine. Les stoïciens insistaient, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous y réagissons. En ayant déjà envisagé ces possibilités, nous sommes mieux préparés à les traverser avec dignité. Un aspect méconnu de cette pratique est son effet sur notre gratitude. En imaginant perdre ce que nous avons, notre santé, notre travail, nos proches, nous redécouvrons soudain leur valeur. Marc Aurèle conseillait « Pense à ceux qui n'ont pas ce dont tu jouis ». Cette perspective ne diminue pas nos ambitions, mais nous aide à apprécier le chemin parcouru. La visualisation négative devient alors un puissant antidote à la frustration permanente. Les entrepreneurs modernes utilisent une version adaptée de cette méthode, le pré-mortem. Avant de lancer un projet, ils imaginent qu'il a échoué et cherchent pourquoi. Cette approche stoïcienne avant leur permet d'identifier les risques cachés. Elle transforme la peur de l'échec en outil de réussite. Chaque obstacle anticipé est un piège évité. Chaque faiblesse reconnue à temps devient une force potentielle. Cette discipline mentale est particulièrement précieuse en période d'incertitude économique ou sociale. Quand tout semble instable, celui qui a déjà envisagé les scénarios difficiles garde son calme. Il a mentalement préparé des solutions, évalué ses priorités, identifié l'essentiel. Alors que d'autres paniquent, il peut agir avec clarté. C'est toute la différence entre subir les crises et les traverser avec sagesse. La visualisation négative bien pratiquée évite deux écueils, l'angoisse paralysante et l'optimisme naïf. Elle trouve le juste milieu entre « tout va mal tourner » et « tout ira bien ». Les stoïciens parlaient d'ataraxie, cette tranquillité d'âme qui vient non de l'ignorance des dangers, mais de la confiance en sa capacité à y faire face. C'est une posture réaliste et puissante face aux aléas de l'existence. Pour intégrer cette pratique dans ton quotidien, crée un rituel simple. Chaque matin, consacre 2 minutes à imaginer calmement une difficulté potentielle de ta journée. Visualise-toi en train de la gérer avec calme et efficacité. Le soir, note comment tu as réellement réagi aux imprévus. Avec le temps, tu constateras que ta résilience s'est considérablement renforcée. Les obstacles deviendront des défis à relever plutôt que des menaces. En fin de compte, la visualisation négative est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Elle nous libère de la tyrannie de « et si ?» en transformant ces questions angoissantes en exercices utiles. Comme un scout qui se prépare, comme un athlète qui s'entraîne, nous développons ainsi notre force intérieure. Et lorsque la vie nous met réellement à l'épreuve, nous découvrons avec surprise que nous étions plus près que nous ne le pensions. C'est là toute la magie de cette ancienne sagesse. Leçon 8. Résilience mentale. Imagine un bateau en pleine mer, secoué par les vagues. Le vent hurle, la pluie fouette le pont, mais le capitaine reste calme. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas contrôler la tempête, seulement son gouvernail. Le stoïcisme nous enseigne la même chose. Ce qui nous arrive importe moins que la façon dont nous y réagissons.
La vraie force ne vient pas de circonstances parfaites, mais de notre capacité à garder le contrôle sur nos pensées et nos actions. Quand tout semble s'écrouler autour de nous, la première chose à faire est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux choisir de mettre un manteau. Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres, mais tu peux décider de ne pas les laisser t'atteindre. Cette simple prise de conscience libère une énergie immense. Au lieu de gaspiller tes forces à lutter contre l'incontrôlable, tu les investis dans ce que tu peux vraiment changer. Et si ton esprit est agité par des pensées négatives, essaie ceci, reformule-les. Au lieu de dire « c'est une catastrophe », demande-toi « en quoi cette situation m'apprend-elle quelque chose ?» Les stoïciens croyaient que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Un licenciement peut être une chance de trouver un travail plus épanouissant. Une dispute, une occasion d'améliorer ta communication. En changeant ton regard, tu transformes tes épreuves en tremplin. L'acceptation active est un autre pilier de la résilience. Cela ne veut pas dire subir passivement, mais reconnaître la réalité pour mieux agir. Si tu es coincé dans les embouteillages, râler ne fera pas avancer les voitures. En revanche, accepter que c'est ainsi te permet de profiter de ce moment. Écouter un podcast, réfléchir ou simplement respirer. La vie devient plus légère quand on arrête de se battre contre ce qui est déjà là. La gratitude, elle, est un super pouvoir méconnu. Même dans les jours sombres, il y a toujours quelque chose à apprécier. Un rayon de soleil, un message d'un ami, un repas chaud. Les stoïciens recommandaient de pratiquer cette reconnaissance quotidienne, car elle ancre l'esprit dans le présent et réduit l'anxiété. Essaie, chaque soir, note 3 petites choses positives de ta journée. Tu verras, avec le temps, ton mental deviendra plus résistant aux coups du sort. Bien sûr, cultiver cette force intérieure demande de l'entraînement. Personne ne devient un rocher en un jour. Mais chaque fois que tu choisis la lucidité plutôt que la panique, l'action plutôt que la plainte, tu renforces ton gouvernail. Les tempêtes viendront toujours, mais elles ne te briseront plus, elles te façonneront. C'est ça, la vraie résilience. Ne pas être immunisé contre les difficultés, mais savoir naviguer à travers elles. Un exercice stoïcien puissant, la préméditation des mots. Visualise le pire scénario, une perte, un échec, et demande-toi comment tu pourrais le surmonter. Cela ne sert pas à être pessimiste, mais à te rendre compte que même dans le pire des cas, tu as les ressources pour rebondir. Quand tu t'y es préparé mentalement, les chocs sont moins violents. Enfin, souviens-toi que tu n'es pas seul. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, ces philosophes ont vécu des guerres, des exils, des trahisons. Pourtant, leurs enseignements traversent les siècles parce qu'ils ont trouvé en eux une paix inébranlable. Leur secret ? Savoir que le bonheur ne dépend pas des événements, mais de la façon dont on les accueille. Alors, quand la prochaine tempête arrivera, au lieu de maudire les vagues, souviens-toi, c'est toi qui tiens le gouvernail. La résilience, ce n'est pas éviter les chutes, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et ça commence aujourd'hui. Pense à un arbre dans le vent. Ses branches plient, parfois craquent, mais ses racines tiennent bon. La résilience, c'est ça, des racines solides dans l'esprit. Quand tu cultives ta stabilité intérieure, les émotions fortes ne t'emportent plus comme des feuilles mortes. Les stoïciens parlaient de l'âme comme une forteresse. Personne ne peut y entrer sans ton autorisation. Même dans le chaos, tu gardes un espace calme en toi. Et c'est là que tu prends les meilleures décisions. Pas sous le coup de la colère ou de la peur, mais dans cette clarté silencieuse que tu as apprivoisée. Un piège courant, croire que résister signifie tout encaisser sans rien sentir. Faux. La résilience n'est pas l'insensibilité. C'est ok d'être triste, en colère ou découragé. L'important, c'est de ne pas laisser ces émotions te posséder. Imagine-les comme des nuages qui passent dans le ciel de ton esprit. Observe-les, reconnais-les, mais ne t'y accroche pas. Les stoïciens ne méprisaient pas les sentiments. Ils refusaient juste de leur donner les clés de leur vie. Tu peux pleurer une défaite, puis te relever avec un plan. Et si tu te sens submergé, pose-toi cette question magique. Est-ce que ça importera dans 5 ans ?
La plupart de nos catastrophes quotidiennes, un retard, une critique, une tâche ratée, sont des grains de sable à l'échelle d'une vie. En zoomant out, tu redonnes de la perspective. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras de la force. » C'est un muscle à travailler, moins dramatisé, plus relativisé. La fatigue mentale est souvent l'ennemi de la résilience. Quand tu es épuisé, tout semble pire. Les stoïciens insistaient sur l'autodiscipline, pas pour souffrir, mais pour préserver son énergie vitale. Dors assez, mange sainement, prends des pauses. Un esprit fatigué voit des montagnes là où il n'y a que des collines. Épicure disait « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. » C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas bien gouverner ton navire si tu navigues en état de naufrage. Un outil oublié? Le rire. Oui, même les stoïciens, souvent perçus comme sérieux, valorisaient l'autodérision. Se moquer gentiment de ses propres travers désamorce bien des tensions. Quand tu ris d'une situation, tu la désarmes. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est refuser de lui donner trop de poids. Sénèque, qui pourtant vécut l'exil, conseillait « Prends la vie moins au sérieux, personne n'en sort vivant de toute façon. » Alors, souris de tes erreurs. Elles ne te définissent pas. Attention aux récits toxiques que tu te racontes, je n'y arriverai jamais, tout est de ma faute. Ces phrases creusent des fossés dans ta résilience. Remplace-les par des vérités plus nuancées. C'est difficile, mais j'ai surmonté pire avant. Je fais de mon mieux avec ce que je sais. Les mots ont un pouvoir immense sur ton cerveau. Épictète, né esclave, répétait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Choisis des jugements qui t'aident, pas qui t'enfoncent. La nature est une grande enseignante. Regarde comment la rivière contourne les rochers sans s'arrêter. Elle ne force pas, elle s'adapte. La résilience, c'est cette fluidité. Quand un projet échoue, peux-tu pivoter? Quand une porte se ferme, cherches-tu la fenêtre? Les stoïciens appelaient ça la mort fati, aimer son destin, même quand il dévie de nos plans. Pas par masochisme, mais parce que chaque détour cache une leçon. La vie n'est pas un chemin droit. C'est un sentier de montagne avec des vues inattendues. Les autres peuvent être tes alliés ou tes boulets. Entoure-toi de gens qui te rappellent ta force quand tu l'oublies. Mais aussi, sois cet allié pour toi-même. Parle-toi comme à un ami, avec bienveillance et honnêteté. Là, tu as échoué, mais regarde ce que tu as appris. Maintenant, on recommence. Personne ne devient résilient dans le vide. Même les plus grands philosophes avaient leurs mentors et leurs élèves. Demande de l'aide quand tu en as besoin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. La patience est la sœur jumelle de la résilience. On veut tout réparer vite, mais certaines blessures prennent du temps à guérir. Comme un jardin, tu ne peux pas forcer une fleur à pousser en tirant dessus. Les stoïciens pratiquaient la mesure, agir sans précipitation, accepter les rythmes naturels. Certaines tempêtes se calment d'elles-mêmes si on ne leur ajoute pas notre agitation. Respire. L'histoire n'est pas finie. Enfin, rappelle-toi, tu es déjà résilient. Regarde en arrière. Tu as survécu à 100% de tes pires jours. Tu portes en toi toutes les batailles gagnées, visibles ou invisibles. Le stoïcisme ne t'apprend rien de nouveau, il te réveille à ta propre force. Alors, la prochaine fois que le doute murmure « tu n'es pas capable », souris et réponds « je suis le capitaine. Et l'océan m'appartient. » Leçon 9. Simplicité et minimalisme. Notre monde moderne nous pousse à accumuler sans fin objets, informations, engagements. Pourtant, les stoïciens avaient compris il y a 2000 ans une vérité profonde. Moins nous possédons, plus nous sommes libres. Cette liberté ne vient pas de la privation, mais du choix délibéré de ne garder que ce qui nous élève vraiment. Imagine une maison où chaque objet a sa place et sa raison d'être, un emploi du temps sans obligation superflue, un esprit clair comme de l'eau de source. C'est cela, la simplicité stoïcienne.
Le minimalisme matériel est souvent la porte d'entrée vers cette sagesse. Commence par regarder autour de toi. Combien de ces objets t'apportent réellement de la valeur? Les stoïciens ne rejetaient pas les possessions, mais les examinaient avec un œil critique. Cet objet me sert-il ou est-ce moi qui le sers? Un exercice puissant consiste à imaginer devoir tout quitter en 1 heure. Qu'emporterais-tu? Ces quelque chose sont probablement ton véritable nécessaire. La sobriété informationnelle est tout aussi cruciale aujourd'hui. Nos esprits sont bombardés de nouvelles, notifications et contenus divers. Les stoïciens pratiquaient ce que nous appellerions aujourd'hui une diète médiatique, ne consommer que ce qui nourrit vraiment l'esprit. Pose-toi cette question. Cette information m'aide-t-elle à devenir meilleur ou simplement à remplir du temps? Le silence mental est un trésor que peu savent encore apprécier. Sur le plan financier, le stoïcisme prône non pas l'ascèse mais l'autonomie. Vivre en dessous de ses moyens devient alors un choix libérateur plutôt qu'une contrainte. Sénèque, pourtant immensément riche, conseillait « Apprends à être heureux avec peu afin de pouvoir l'être toujours ». Cette indépendance matérielle crée une sécurité bien plus profonde que n'importe quel compte en banque. Les relations aussi méritent d'être épurées. Combien de ces « amis » drainent ton énergie sans jamais la renouveler? Les stoïciens distinguaient soigneusement les connaissances des véritables compagnons de route. Une relation authentique est comme un bon vin, rare et précieuse. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, car la solitude stoïcienne est peuplée de pensées riches et d'un dialogue intérieur fécond. Notre emploi du temps gagne également à être allégé. Dire non devient un acte de courage et de respect envers soi-même. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la retraite mentale, même au milieu de l'agitation. Prends l'habitude de t'interroger. Cette activité m'apporte-t-elle de la joie, du sens, ou n'est-elle qu'une fuite? Le temps est la seule richesse non renouvelable. Gaspillons-le avec autant de parcimonie que les anciens. Le minimalisme des pensées est peut-être le plus subtil. Combien de nos ruminations sont vraiment utiles? Marc Aurèle conseillait « Supprime tout ce qui ne sert à rien ». Cela vaut pour les objets comme pour les idées. Pratique l'art du questionnement stoïcien. Cette pensée m'aide-t-elle à vivre mieux? Si la réponse est non, laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. L'esprit léger est un esprit puissant. La simplicité volontaire conduit à une joie paradoxale. Plus nous réduisons, plus nous nous sentons riches. Ce n'est pas la pauvreté qui nous libère, mais le détachement. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Cette sobriété choisie devient alors une célébration de l'essentiel, une danse gracieuse avec la vie dépouillée de ses oripeaux inutiles. En adoptant progressivement ce mode de vie, tu découvriras un bien-être nouveau. Moins de possessions signifie moins d'entretien, moins de stress, plus d'espace, littéralement et mentalement. Moins d'engagement superflu égale plus de temps pour ce qui compte vraiment. Moins de pensées inutiles conduit à plus de clarté. Le minimalisme stoïcien n'est pas une restriction, mais la redécouverte émerveillée de ce qui suffit. Et dans ce suffire, réside une abondance inattendue. La simplicité volontaire commence par un acte de courage. Regarder en face nos véritables besoins. Combien d'achats sont motivés par l'ennui, la compensation ou la pression sociale? Les stoïciens nous invitent à faire la distinction entre désir naturel, se nourrir, s'abriter, et désir artificiel, la dernière technologie, les marques prestigieuses. Cette prise de conscience est libératrice. Elle brise le cycle infernal de la consommation compulsive. Chaque achat devient alors un choix conscient plutôt qu'un réflexe. Notre rapport au travail mérite aussi d'être repensé à travers ce prisme. Le stoïcisme ne rejette pas l'activité professionnelle, mais la replace dans sa juste perspective. Un moyen de subsistance et de contribution, non une fin en soi. En réduisant nos besoins matériels, nous diminuons la pression de gagner toujours plus. Cette autonomie financière relative nous permet de choisir des activités alignées avec nos valeurs plutôt que des emplois aliénants. Le travail redevient alors un outil de vie, non l'inverse. L'espace physique reflète notre état mental.
C'est pourquoi le désencombrement a un impact psychologique profond. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice de se séparer d'objets, même appréciés, pour cultiver le détachement. Essayez ceci. Chaque mois, choisissez un objet dont vous pouvez vous séparer. Non par ascèse, mais pour éprouver cette vérité. Nous ne possédons rien, nous empruntons tout temporairement. Cette pratique affine progressivement notre discernement sur ce qui compte vraiment. Le minimalisme informationnel est peut-être le plus urgent aujourd'hui. Nos cerveaux sont surstimulés par un flux constant de contenu superficiel. Les stoïciens recommandaient de nourrir son esprit avec soin, comme on choisit sa nourriture. Désabonnez-vous des newsletters inutiles, limitez les réseaux sociaux, cultivez le silence. Vous découvrirez alors un phénomène étonnant. Moins vous consommez d'informations, plus vous devenez capable de penser par vous-même. La clarté mentale est le luxe ultime. Les relations minimalistes ne signifient pas l'isolement, mais des connexions plus profondes. Les stoïciens distinguaient soigneusement les relations utilitaires des relations authentiques. Pratiquez l'audit relationnel. Quelle personne vous élève vraiment? Avec qui pouvez-vous être totalement vous-même? Concentrez votre énergie sur ces liens précieux plutôt que de la disperser dans des interactions superficielles. La qualité remplace la quantité, et votre vie sociale gagne en richesse ce qu'elle perd en étendue. Le temps est la ressource la plus précieuse. Le minimalisme temporel consiste à le dépenser avec autant de soin que notre argent. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la méditation sur la mortalité, memento mori, non pour s'effrayer, mais pour mieux prioriser. Quelle activité mérite vraiment vos heures limitées? Apprenez à dire non aux obligations sociales creuses, aux projets inutiles, aux distractions chronophages. Chaque non à l'insignifiant est un oui à ce qui compte. Le minimalisme émotionnel est l'art de simplifier son paysage intérieur. Combien de nos souffrances viennent de complications mentales inutiles? Les stoïciens recommandaient d'examiner chaque émotion. Cette réaction est-elle proportionnée? Que puis-je en apprendre? En identifiant les schémas émotionnels répétitifs, rancune, anxiété, jalousie, nous pouvons progressivement nous en libérer. L'esprit devient alors aussi épuré qu'un temple stoïcien, spacieux, clair, propice à la sagesse. La simplicité alimentaire était aussi pratiquée par les stoïciens. Non par ascèse, mais pour apprécier pleinement les nourritures simples. Essayez périodiquement des repas très simples, du pain, des olives, du fromage. Vous redécouvrirez le vrai goût des aliments et prendrez conscience de l'abondance qui vous entoure. Cette pratique casse l'habitude du toujours plus riche, toujours plus complexe. Elle nous reconnecte au plaisir pur des choses élémentaires. Le minimalisme financier stoïcien repose sur 3 piliers. Dépenser moins que ce qu'on gagne, éviter les dettes et distinguer clairement besoins réels et désirs artificiels. Cette discipline crée une liberté inestimable. La capacité de dire non à un emploi qui ne vous respecte pas, de prendre le temps qu'il faut pour des projets importants ou d'aider autrui sans compter. L'argent redevient un outil au service de la vie bonne, non une fin en soi. Enfin, le minimalisme existentiel consiste à concentrer son énergie sur ce qui dépend vraiment de nous. Les stoïciens distinguaient soigneusement ce qui est en notre pouvoir, nos jugements, nos valeurs, nos actions, de ce qui ne l'est pas, la réputation, le passé, les opinions d'autrui. En cessant de nous disperser dans ce qui échappe à notre contrôle, nous découvrons une énergie nouvelle pour agir là où nous sommes vraiment efficaces. La vie devient plus simple, plus intense, plus authentique, débarrassée du superflu qui encombrait notre route vers l'essentiel. Leçon 10. Acceptation. Imagine un fleuve qui rencontre un rocher sur son chemin. Il ne s'arrête pas pour crier contre l'obstacle, il l'accepte et trouve un nouveau chemin autour. Voilà ce qu'est l'acceptation stoïcienne. Reconnaître ce qu'on ne peut pas changer pour mieux naviguer dans la réalité. Ce n'est pas de la résignation, mais une forme d'intelligence pratique. Quand tu arrêtes de gaspiller ton énergie à lutter contre l'inévitable, tu libères une force immense pour agir là où tu as vraiment du pouvoir. Le concept des amor fati, aimer son destin, est un cadeau précieux des philosophes stoïciens. Il ne s'agit pas de se réjouir des épreuves,
mais de les voir comme des matériaux bruts pour se construire. Un licenciement, une rupture, un échec. Ces événements deviennent des maîtres quand on cesse de les maudire. Pose-toi cette question. Comment cette situation peut-elle me rendre plus fort ou plus sage? La réponse est souvent là, cachée sous les apparences d'un malheur. Beaucoup confondent acceptation et passivité. Rien n'est plus faux. Accepter, c'est d'abord voir clairement la réalité, sans filtre ni illusion. C'est dire « voilà où j'en suis. Maintenant, que puis-je faire ?» Cette lucidité est le premier pas vers toute transformation réelle. Les stoïciens comparaient cela à un médecin posant un diagnostic. On ne soigne bien que ce qu'on a d'abord reconnu. Refuser de voir un problème, c'est lui donner encore plus de pouvoir sur nous. Prenons un exemple concret. Tu es coincé dans un embouteillage. Tu as 3 options. Klaxonner inutilement et stresser, râler contre le monde et souffrir, ou accepter que c'est ainsi et profiter de ce moment inattendu. Écouter un podcast, réfléchir, observer autour de toi. Ce petit changement d'attitude transforme une perte de temps en gain de sérénité. C'est ça, l'alchimie de l'acceptation active. Elle recycle les contretemps en opportunités. La nature nous enseigne cette sagesse partout. Regarde comment un arbre perd ses feuilles en automne sans résistance. Il ne s'accroche pas désespérément à ce qui doit partir. Pourtant, au printemps, de nouvelles pousses apparaissent. Notre vie suit les mêmes cycles. Des choses se terminent pour laisser place à du nouveau. Quand nous arrêtons de nous battre contre les fins nécessaires, nous devenons disponibles pour les commencements. Les stoïciens voyaient dans cette loi naturelle une source de paix profonde. Un exercice puissant consiste à pratiquer la préméditation des mots. Non pas pour être pessimiste, mais pour se préparer mentalement aux aléas possibles. Imagine le pire scénario, une perte, un échec, et demande-toi comment tu pourrais le surmonter. Tu réaliseras que même dans les situations redoutées, tu as des ressources insoupçonnées. Cette préparation psychologique diminue la peur et renforce ta capacité d'adaptation quand les difficultés surviennent réellement. L'acceptation demande aussi de distinguer les faits de nos interprétations. Un fait, il pleut aujourd'hui. Interprétation, cette pluie gâche ma journée. La première est inchangeable, la seconde dépend de nous. En changeant notre récit intérieur, cette pluie nourrit la nature et me permet de ralentir, nous transformons notre expérience. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. » Un même événement peut devenir souffrance ou leçon selon le regard qu'on pose. La gratitude est l'allié naturel de l'acceptation. Même dans les situations difficiles, il existe toujours des éléments à apprécier. Une leçon apprise, une main tendue, une petite joie inattendue. Les stoïciens recommandaient de tenir un journal de gratitude pour entraîner l'esprit à voir ses lueurs. Cette pratique ne nie pas les ombres, mais empêche qu'elles n'envahissent tout notre paysage mental. Plus nous reconnaissons ce qui est bon, plus nous devenons résilients face à ce qui l'est moins. L'histoire regorge d'exemples inspirants. Nelson Mandela a transformé 27 ans de prison en école de sagesse. Viktor Frankl a trouvé un sens à l'horreur des camps. Ils n'ont pas choisi leurs épreuves, mais leur réaction face à elles. Le stoïcisme nous rappelle que notre liberté ultime réside précisément dans cette capacité à choisir notre attitude. Aucune circonstance extérieure ne peut nous l'enlever, sauf si nous y renonçons nous-mêmes. En fin de compte, accepter ce qui ne dépend pas de nous, c'est se réserver pour les batailles qui comptent vraiment. Comme un guerrier sage économise ses forces, nous préservons notre énergie pour les domaines où nous pouvons vraiment faire la différence. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient la voie ». En embrassant cette philosophie, chaque revers se transforme en marche pour s'élever, chaque tempête en occasion d'apprendre à naviguer. Voilà le pouvoir libérateur de l'acceptation stoïcienne. L'acceptation commence par une respiration profonde. Quand une situation difficile se présente, prends un instant pour simplement respirer avant de réagir. Cet espace de quelques secondes permet à ton esprit de passer du mode réactif au mode réfléchi. Les stoïciens pratiquaient cette pause intentionnelle pour éviter d'être emportés par les émotions immédiates.
C'est dans ces moments de calme que l'on peut distinguer clairement ce qui peut être changé de ce qui ne le peut pas. Une fois cette distinction faite, toute ton énergie peut se concentrer sur les actions utiles plutôt que sur les lamentations inutiles. Prenons l'exemple d'une relation qui se termine malgré tous tes efforts. L'acceptation ne signifie pas que tu dois aimer cette situation, mais reconnaître qu'elle existe maintenant. Tu peux choisir de ruminer pendant des mois sur le « pourquoi » ou utiliser cette expérience pour mieux te connaître et grandir. Les échecs relationnels enseignent souvent plus sur nous-mêmes que les relations harmonieuses. En acceptant la fin, tu ouvres la porte à de nouveaux commencements qui correspondent mieux à la personne que tu es devenue. Dans le domaine professionnel, l'acceptation se révèle tout aussi cruciale. Imagine travailler dur pour une promotion qui finalement revient à un collègue. La déception est naturelle, mais ensuite vient le choix, rester amer ou analyser objectivement la situation. Peut-être y a-t-il des compétences à développer, ou peut-être cette porte fermée te poussera-t-elle vers une voie mieux adaptée à tes talents. L'histoire montre que beaucoup de rejets professionnels ont conduit des personnes vers des succès qu'elles n'auraient pas imaginés initialement. La maladie ou les limitations physiques mettent particulièrement à l'épreuve notre capacité d'acceptation. Face à un diagnostic difficile, le déni est une première réaction compréhensible. Mais vient un moment où accepter sa nouvelle réalité devient libérateur. Cela permet d'adapter son mode de vie, de trouver de nouvelles sources de joie et de sens. De nombreuses personnes vivant avec des handicaps rapportent que c'est après avoir accepté leurs conditions qu'elles ont découvert une force et une sagesse insoupçonnées en elles. L'acceptation concerne aussi les défauts et particularités de notre personnalité. Nous passons souvent trop de temps à lutter contre nos traits naturels au lieu de les canaliser positivement. Une personne très sensible pourrait se reprocher sa faiblesse, alors que cette même sensibilité est source d'empathie et de créativité. Le travail d'acceptation consiste à distinguer ce qu'il faut améliorer de ce qu'il faut simplement apprendre à apprivoiser et utiliser à bon escient. Les relations familiales offrent un terrain privilégié pour pratiquer l'acceptation. Nous ne choisissons pas notre famille, et certains de ses membres peuvent nous sembler difficiles. Plutôt que d'essayer vainement de les changer, l'acceptation permet de trouver des modes de relation plus paisibles. Cela peut signifier fixer des limites saines tout en reconnaissant que l'autre a ses propres luttes et limitations. Parfois, accepter qu'un parent ne pourra jamais donner l'amour idéal dont on rêve libère d'une quête épuisante et permet de recevoir ce qu'il peut donner différemment. L'argent et les possessions matérielles sont un autre domaine où l'acceptation apporte la paix. Dans une société qui valorise toujours plus la richesse et la consommation, accepter ses limites financières sans amertume est un acte de résistance. Cela permet de redécouvrir les joies simples et gratuites de la vie. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la frugalité volontaire pour se rappeler que le bonheur véritable ne dépend pas des biens matériels. Accepter sa situation financière actuelle est le premier pas vers son amélioration sereine. Le vieillissement est peut-être l'un des plus grands défis d'acceptation. Notre culture célèbre la jeunesse au point de rendre suspect le processus naturel du vieillissement. Pourtant, chaque âge a ses cadeaux spécifiques. La sagesse, la liberté, une nouvelle forme de beauté. Accepter les rides et les changements corporels, c'est faire la paix avec le flux naturel de la vie. Beaucoup rapportent que c'est en acceptant leur âge qu'ils ont enfin pu profiter pleinement du moment présent, libérés des pressions de la jeunesse. L'acceptation a aussi une dimension collective. Nous faisons partie d'une société avec ses problèmes et ses imperfections. Plutôt que de nous consumer en colère contre des systèmes que nous ne pouvons changer seuls, l'acceptation lucide nous permet d'identifier où nous pouvons vraiment faire une différence. Cela ne signifie pas renoncer à améliorer le monde, mais concentrer nos efforts là où ils auront le plus d'impact. Comme le disait Marc Aurèle, aime l'humble métier que tu as et repose-toi en lui. Enfin, l'acceptation ultime est peut-être celle de notre mortalité. Confrontés à l'idée de notre fin inévitable, nous avons deux choix, la terreur ou la libération. Comprendre que notre temps est limité donne une précieuse intensité à chaque jour. Les stoïciens méditaient régulièrement sur la mort non pour être morbide, mais pour mieux apprécier la vie. En acceptant que chaque moment soit éphémère, nous apprenons à le savourer pleinement.
C'est le paradoxe ultime. Accepter notre impermanence nous rend plus présents à la beauté de l'instant.